l'investissement dans l'immobilier en Suisse, c'est assez safe. Il suffit de regarder ce qui se passe, où est-ce qu'on en est. C'est quand même relativement rare d'avoir une personne aujourd'hui ou de trouver un Suisse aujourd'hui qui a acheté il y a 20 ans, il y a 25 ans et qui regrette d'avoir acheté. Non, après ils peuvent changer de bien, ils peuvent vendre et acheter un autre, etc. Mais globalement, non. Alors de dire j'aurais jamais dû, non. Avec les appels que j'ai régulièrement avec des personnes qui sont dans ces situations-là en renouvellement ou bien qui sont en financement, aujourd'hui me disent clairement la relation que j'ai avec mon banquier maintenant n'a rien à voir avec ce qu'il y avait il y a 10-15 ans, où on pouvait discuter, il y avait un peu de flexibilité, et aujourd'hui c'est des chiffres. Hey, c'est Edouard, bienvenue dans l'After, le podcast dédié à l'immobilier et au monde du business en Suisse romande. L'objectif de ce podcast, c'est de vous permettre de continuellement apprendre même après votre journée de travail. Si vous appréciez le contenu, je vous demande une seule faveur, laissez-nous un avis 5 étoiles sur la plateforme que vous utilisez. Allez, bon épisode. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Alexandre Pachou de Monipark Helvetia. Salut Alexandre. Salut Edouard. Merci infiniment de venir sur cet épisode dans lequel on va développer quelque chose qui tient à cœur à beaucoup de propriétaires et qui est important pour beaucoup de monde. C'est le renouvellement d'hypothèques, financement, augmentation d'hypothèques, comment ça fonctionne, comment on peut l'optimiser, comment on peut l'améliorer, qu'est-ce qu'il y a à faire, quelles sont les possibilités. Donc il y a pas mal de choses à dire à ce sujet et ça concerne toutes les personnes qui sont intéressées par l'immobilier ou qui achètent de l'immobilier ou qui sont déjà propriétaires. Donc c'est relativement intéressant. Peut-être partage-nous rapidement ton parcours vite fait et puis ensuite on se concentre, on rentre dans le vif du sujet. Tout à fait. Merci de me recevoir ici. Donc moi j'ai un parcours bancaire exclusivement, on va dire, avec plus de 20 ans dans les banques, que ce soit gestion de fortune, dans une banque privée, gestion de fortune et prêt hypothécaire dans une banque cantonale. J'ai fait plus de 10 ans. Et puis là, depuis 5 ans chez Monipark, comme d'abord conseiller en financement hypothécaire et depuis 4 ans, en fait, responsable d'une équipe de refinancement où en fait, on a justement centralisé nos clients, nos anciens clients, pour traiter le renouvellement d'une manière plus exclusive. Donc ça fait 4 ans que je fais cette activité-là chez Monipark. Et puis Helvetia, parce que Helvetia a racheté en fait Monipark il y a quelques années déjà. Et puis maintenant, depuis le 1er janvier, on est beaucoup plus intégré dans la structure d'Helvetia. Donc on continue notre métier de courtier, mais au sein d'Helvetia. Parfait. Explique-nous rapidement du coup ce que c'est concrètement le renouvellement, parce qu'après on fera la différence avec le refinancement ou l'augmentation d'hypothèque. Donc le renouvellement, c'est quoi déjà ? Alors, renouvellement et refinancement, j'ai toujours pas encore compris vraiment bien la différence. Pour moi, c'est des fois un peu plus une question de mots utilisés. Ouais, bon, bien sûr. Mais globalement, c'est en fait l'étape où on a acheté, où tout est l'inconnu. Les gens sont là pour découvrir à la fois la propriété, le financement, l'aspect fiscal, l'aspect prévoyance qu'il va falloir en fait regarder. Et puis, une fois que tout ça c'est vécu, ça se passe généralement 10 ans, le prêt moyen pour une résidence principale, les gens se financent sur 10 ans. Après, il faut renouveler ça. Et là, qu'est-ce qu'on fait ? Comment on repart pour une dizaine d'années ou pas ? Et quelles sont les possibilités ? Et puis c'est vrai que quand on est dans une banque, on y est sûrement bien. Et si on est bien traité, on est fidèle, on y reste. Mais la plus-value, on n'a peut-être pas accès à toutes les possibilités. Donc ça, c'est pour moi l'aspect important de pouvoir traiter ça d'une manière plus approfondie, parce que le renouvellement, on peut des fois imaginer que c'est presque plus important que le premier financement. Ouais. Le financement, il sert vraiment à acheter, c'est ce levier-là pour enfin peut-être devenir propriétaire. Mais le renouvellement, il y a quand même des enjeux. À partir de quand on commence à s'intéresser justement au renouvellement, quand on est propriétaire ? Alors, on a plusieurs banques, partenaires, assurances, caisses de pension qui peuvent déjà bloquer les taux 24 mois à l'avance. Okay. Donc on pourrait, en théorie, 2 ans avant, déjà se fixer pour les 10 années d'après. Donc on est tranquille pour 12 ans. C'est énorme. Il peut se passer beaucoup de choses en 24 mois. Hein. Alors, par exemple, ces 24 derniers mois. Oui. Donc là, 24 mois, si on avait fait ça début 22, ça aurait été bien. Voilà. Donc c'est vrai que c'est possible. Il n'y a pas toutes les banques ou partenaires qui peuvent le faire, mais on peut déjà le faire. Mais nous, on va intervenir à 18 mois. Entre 15 et 18 mois, c'est vraiment important pour nous de rappeler nos anciens clients, pour rappeler le renouvellement, remettre déjà en fait le dossier sur le tapis, parce que
on choisit, en fait, quand on achète, on est souvent dans le meilleur de sa forme. Financièrement, on est bien, on travaille, on vit rarement, parce qu'on est rarement au chômage quand on achète. On est rarement en train de divorcer. Au renouvellement, on n'a pas choisi ça. Ouais, bien on sûr. n'a pas fixé son cycle de vie par rapport à notre date d'échéance d'hypothèque. En effet, et ça, c'est là qu'en fait, on a 18 mois pour montrer que tout va bien et puis anticiper, ou alors se mettre bien, on va dire ça comme ça, pour qu'arriver à l'échéance, avant l'échéance, on puisse se refinancer. Donc c'est vrai que là, il y a quand même, et aujourd'hui, les familles, les couples, etc., tout ne va pas tout droit, tout linéaire. Donc c'est important, donc à 15-18 mois, c'est important de refaire ce point-là pour anticiper, réserver avant, ou alors aménager ce qu'on peut aménager. Ok. À partir de quel moment, surtout, quelles sont les conditions les plus importantes ou les points les plus importants à prendre en considération dans le renouvellement, ou accessoirement dans le financement de base aussi, mais tout le monde parle du taux tout le temps. Le taux, c'est tout ce qui nous intéresse. C'est ce qui est mis en avant sur tous les sites internet, dont Monipark d'ailleurs. Ah oui, alors clairement. Clairement, le taux est bien mis en avant. Ouais. Et du coup, alors que la condition, et moi très souvent dans les financements que je fais personnellement, alors après c'est pas de l'achat résidence principale pendant 10 ans, donc c'est pas mon focus, hein. Évidemment, pour des opérations immobilières, donc plutôt, là c'est plutôt orienté investisseur, mais moi je regarde très peu le taux, quoi. C'est pas du tout ce qui m'intéresse le plus. Alors, on en a fait un produit d'appel parce que oui, on va voir un courtier pour se dire je vais avoir le meilleur taux. Donc c'est la première porte d'entrée. Donc ce qu'on trouve sur le site, des fois, nous aussi, on est frustrés depuis plusieurs années parce qu'on ne sait même pas où il est ce taux. Ouais. Bien, non, mais souvent souvent, des c'est un conditions taux, bien particulières. Voilà, à Zurich, pour ci, pour ça. Ouais. Donc, bref, D'accord. c'est des fois aussi à contre-courant par rapport à nous, ça ne nous aide pas forcément. Mais globalement, oui, la recherche de la concurrence, de comment est la concurrence, c'est comparé sur l'assurance maladie. Voilà, on va chercher aussi d'abord ces portes d'entrée. Donc, c'est normal. Après, c'est à nous, conseillers au financement, d'aller dire, oui, on peut avoir un taux, mais le volume de prêt qui va être accordé peut être tout aussi important. Lors d'un nouvel achat, peut-être qu'on n'a pas forcément tous les fonds propres à l'infini, quoi. Je veux dire, on va chercher aussi l'établissement qui va nous prêter le plus. Celui qui va nous prêter peut-être des conditions d'amortissement, des conditions de garantie complémentaires. On va essayer d'avoir le meilleur package aussi de ce niveau-là. Pas donner trop de garanties, pas faire d'amortissement. On a envie de maîtriser sa charge quand on est propriétaire et nouvellement propriétaire encore plus. Donc, on va essayer de s'éviter des surcharges d'amortissement. Et puis ça a une valeur, en fait, effectivement. Et puis, ce paquet, c'est à nous de le présenter en disant, voilà, on a ce taux-là, mais il y en a un qui prête 100 000 francs de plus. Et puis ça a une différence. Puis au renouvellement, de nouveau, on a été satisfait de sa banque ou de son établissement, tant mieux. Et là, il y a le marché qui s'ouvre, en fait, de nouveau, avec différentes possibilités. Donc, on peut renouveler le même prêt. Et peut-être qu'on va pouvoir augmenter ce prêt, peut-être qu'on va vouloir le réduire, mais de nouveau, il faut chercher le paquet le meilleur à ce moment-là. Donc c'est vraiment de penser tôt, oui, mais après, il y a d'autres opportunités, en fait. C'est surtout ça, le renouvellement, ça peut être générateur d'opportunités. Complètement. Comment est-ce qu'on fait pour optimiser au mieux cette demande au renouvellement, justement, d'augmentation d'hypothèque qui nous permettra de dégager une partie de cash pour l'investir ailleurs? Parce que si on est un petit peu intelligent et si on a un peu de connaissance de l'immobilier ou du système, on sait que l'utilisation de la dette en Suisse, c'est vraiment poussé pour déjà, rester endetté. Parce que voilà, ici on est quand même un des seuls pays sur Terre où on ne rembourse jamais sa dette en entier, ou en tout cas il est prévu pour ça, le système est prévu pour pouvoir rembourser. D'ailleurs, les banques ne poussent pas au remboursement. On amortit une partie, non, mais la banque n'a pas envie. Un petit socle. La banque n'a pas envie qu'on rembourse. Donc à partir du moment où on arrive au premier en 65% de la valeur du bien immobilier, la banque nous dit garde la dette, comme ça, fiscalement c'est intéressant, tu gardes un peu de cash, tu l'utilises pour faire autre chose. Mais quand on arrive à la partie renouvellement et qu'on peut augmenter la dette, comment on fait pour optimiser au mieux l'approche avec la banque pour ça? Alors, ce potentiel d'augmentation, il va être surtout en fonction de la valeur de l'objet. Et puis, on a acheté à un certain prix,
en 10 ans, on prend toujours ce résumé de 10 ans, mais en 10 ans, là, certainement le marché, en tout cas c'est ce que nous prouvent toutes ces dernières années, ça va dans le bon sens. Donc on a une valeur de l'objet qui est plus élevée. Et puis là, on va pouvoir aller vraiment chercher la valeur la plus élevée dans le marché. Peut-être que c'est son propre établissement, mais peut-être que lui va justement même pas réévaluer l'objet, parce qu'il va se dire non, mais vous n'avez pas fait de travaux, vous n'avez pas donné de la valeur réelle à l'objet. Nous, on ne tient pas compte de la valeur de marché. Ça, c'est dingue, ça. Ah oui, mais à ce moment-là, il faut foutre le camp de cette demande. C'est exactement ça. Il faut savoir dire voilà, écoutez, ça ira pas pour la suite. Et puis c'est là que on peut aller dans le marché chercher ces nouvelles valeurs. Et l'idée, c'est de venir mécaniquement au premier rang. Ça, c'est vraiment le minimum. En tout cas, c'est toujours notre objectif, c'est ce qu'on va toujours rechercher, c'est de dire voilà, maintenant on va sur un deuxième financement, donc un renouvellement avec un premier rang, ce qui veut dire que toutes les garanties qu'on avait mises, peut-être du deuxième pilier en nantissement, des troisième piliers, assurance, banque, etc., on va les libérer du prêt. Donc on va avoir vraiment un prêt net avec que ça a donné à la banque. Ouais. Et puis tout ce qui est garanti, on va les récupérer. On va continuer de cotiser nos troisième piliers, on va continuer d'alimenter nos polices d'assurance vie, mais c'est pour nous, c'est plus pour la banque. Ouais. Mais ça, c'est vraiment la valeur de l'objet qui va pouvoir nous aider déjà à faire ce premier pas. Bien sûr. Donc voilà, ça c'est... Ok, et d'accord. Et puis, est-ce que dans un refinancement, on peut, ou dans un renouvellement, mettre en avant aussi, parce que ça, c'est une grosse conversation que j'avais eue avec une personne qui est, relativement fortunée quand même. Donc bon, c'est pas représentatif de tout le monde, mais qui me dit, à chaque fois que je fais un financement avec une banque, financement ou bien renouvellement, c'est égal, hein, j'amène à la banque dans mon dossier tout ce que je possède. Tout ce que je possède. Si j'ai des montres qui valent un peu cher, des bijoux, des voitures, deuxième pilier, troisième pilier, tout ce que j'ai à disposition, des comptes épargne, fortune générale, je l'amène et je donne ça à la banque pour mon dossier. En partant du principe que sur les banques qu'on va voir, il y a forcément une analyse globale de la situation de fortune de l'individu. Ah oui, la banque, elle veut tout voir. Plus on lui donne. Mais après, on va lui montrer, et après, on n'a pas besoin de tout donner en garantie, j'ai envie de dire. Mais de façon de montrer notre image globale, ça, on va devoir le faire. Et on n'échappe plus. Il y a des époques où on arrivait à passer sur la déclaration d'impôt en disant, voilà, on montrait un peu des bouts de revenus et ça suffisait. Ça n'existe plus. Aujourd'hui, il n'y a plus un établissement qui fait un financement sans une déclaration d'impôt complète. Donc voilà, donc il y a des gens qui sont réticents à les fournir. Voilà, libre à eux, c'est chacun sa sensibilité à ça. Mais aujourd'hui, on ne va pas pouvoir faire sans. On va pouvoir le faire dans un bien de rendement autoportant. Autoportant en charge théorique. Et là, on va pouvoir montrer le revenu de l'immeuble, une bribe de la personne. Il faut quand même qu'il y ait un petit peu de patrimoine et tout, mais ça va s'arrêter là. C'est le seul moment où on peut peut-être pas tout dévoiler et tout faire. Et puis, de nouveau, j'ai été banquier, donc je sais comment c'est, mais un banquier, il a tout de suite tout envie de voir. Et puis, on est chez le banquier, on a tout de suite un peu peur parce que c'est le banquier, et puis c'est lui qui va... Voilà, je dois me vendre auprès de lui, qui décide, etc. Et il va tout vouloir voir. Quand on fait appel à un courtier, nous, on fait le filtre. Et puis, on donne seulement ce qu'on a envie de donner. Et puis après, c'est nous qui allons négocier avec l'établissement ce qu'on a envie de montrer, donner ce qu'on veut. Et après, oui, on cache rien, on ment pas. Mais on va pouvoir jouer un peu avec ça aussi. Et les gens peuvent plus se confier sur une situation. Allez dire à un banquier que vous êtes au chômage, mais que vous allez retrouver... il ne va pas trouver ça très drôle. Ouais. Que de venir déjà chez nous, on va dire, OK, mais vous avez X temps pour retrouver, voilà le salaire qu'il vous faudrait fournir, il faut passer le temps d'essai avec ce salaire-là, etc. C'est tout de suite un peu plus léger après, et puis nous, on fournira l'information quand il y aura besoin. Donc c'est un peu finalement ce sentiment-là, le banquier, dès qu'il peut, il va aller gratter. Bien sûr. Et après, il voit aussi les avoirs, les patrimoines globaux, et puis... Complètement, ça compte, ouais. Pour un investissement, pour du rendement, parce qu'une personne qui a passablement de fonds propres, qui par exemple a hérité, qui a des revenus qui sont banaux, voire peut-être faibles, qui travaille justement peut-être pas à 100%,
mais qui souhaitent quand même placer cet argent dans l'immobilier. Du coup, l'investissement pour du rendement, c'est une solution qui est envisageable. Oui. Mais Dans ce de cas-là. nouveau, il faudra un objet, qu'on arrive à trouver un objet avec un financement autoportant. Bien Et sûr. puis là, on va être dans des financements autour des 50% en fait. Le 75 qu'on peut aller chercher sur un bien de rendement, il ne va pas rendre l'objet autoportant, quasiment dans aucun cas. Ouais, ça dépend ce qu'on achète. Ouais. Bien sûr. Ouais, c'est quand même très rare. Donc pour commencer à avoir un objet justement autoportant, c'est 50% en gros, ça peut être ça. Et puis après, il faut aussi qu'il soit financièrement, qu'il dégage vraiment quelque chose, que ce ne soit pas tout mangé par les charges de l'immeuble, par les impôts, par je ne sais quoi. Donc c'est vrai que là, il y a un peu un équilibre à faire. Après, un rendement immobilier, oui, c'est toujours bien. Il y a des immeubles qui rapportent très bien, et puis peut-être plus qu'une caisse de pension, ce qu'elle peut redonner en rente. Après, Certainement. il y a la tolérance du risque de chacun. Mais ça peut être plus rentable d'avoir un investissement dans un immeuble que sa caisse de pension. Sa caisse de pension, elle investit dans les immeubles. Après, elle en garde un bout. Ok, d'accord. Là. Ouais, complètement. D'accord, mais bon, ça me paraît relativement faible quand même, 50%. Enfin, moi, j'ai jamais eu le cas où le financement a dû être 50-50, 50 la banque, 50 moi, parce que c'était pas autoportant. Ou alors, il faut acheter les bonnes choses, mais si on est dans un cas comme celui-là, c'est quand même l'investissement est mauvais, quoi. Si pour qu'il soit autoportant, il faut mettre 50% de fonds propres, c'est que l'investissement est mauvais. C'est pas un bon investissement pour du rendement. Ouais, oui, alors peut-être bien. Après, bon, il faut voir les cas, mais c'est plus le confort et après de pas jouer avec un endettement trop élevé et puis de pas avoir, justement, parce que les personnes peuvent avoir des revenus qui sont maintenant en activité. Après, quand on est à la retraite, forcément, les revenus baissent. Il faut quand même qu'on puisse toujours renouveler son objet pour maintenir cette hypothèque et donc cet objet de rendement en vie. Donc, c'est pour ça que c'est un peu plus confortable d'être à ces niveaux-là. Après, on peut toujours aller chercher le plus haut, oui, mais c'est pas toutes les mêmes catégories d'investisseurs. Je pense qu'il faut, pour s'assurer vraiment... Peut-être que je suis des fois trop sécuritaire. Bon. Ah ouais. Non, je pense. Mais l'immobilier, enfin l'investissement dans l'immobilier en Suisse, c'est assez safe. Je dirais, il suffit de regarder ce qui se passe aujourd'hui. Où est-ce qu'on en est? Je veux dire, c'est quand même relativement rare d'avoir une personne aujourd'hui ou de trouver un Suisse aujourd'hui qui a acheté il y a 20 ans, il y a 25 ans et qui regrette d'avoir acheté. Bon, ça c'est vrai. Enfin, je sais pas, dans les clients qui renouvellent maintenant, je pense qu'on a très peu qui regrettent de renouveler. Qui regrettent Non, après ils peuvent acheté. changer de bien, ils peuvent vendre et acheter un autre, etc. Mais globalement, non. Alors de dire j'aurais jamais dû, non, ça, c'est vrai qu'on a la chance d'avoir un marché qui ne fait pas ça. Et quelque chose que je trouve intéressant dans ton cas aussi, c'est que du coup, tu as une grosse expérience dans une banque avec prêt hypothécaire et spécialisation prêt hypothécaire. Et après, tu as décidé de partir plutôt dans le courtage. Pourquoi ce changement? Alors, une banque, on est lié aux conditions d'octroi de la banque. Donc, même si on adore le projet, on adore le client, et puis on est sûr que c'est peut-être bien d'acheter cet objet, si la banque elle dit non parce que ses critères d'octroi sont non, on peut rien faire. Et c'est hyper frustrant. Ça, c'est déjà le premier fait qui fait qu'on a envie de changer. Des fois, on a envie de se dire voilà, pourquoi je suis bloqué à ça. Puis après, c'est aussi la banque, c'est de plus en plus standardisé. La décision, elle n'est pas en main des conseillers, elle n'est pas en main du front. On envoie des dossiers, c'est des credit officers qui disent oui, qui disent non, des feux rouges, des feux verts. Et voilà, donc la plus-value, elle n'est pas énorme. Et puis le client, il ne va pas profiter non plus de conseils, parce qu'on ne va même pas faire de conseils d'aller faire une augmentation même pour des travaux et tout, parce qu'on sait que ça va être compliqué à justifier, etc. Ouais. Donc, en fait, on passe sur plein de choses, et le client, en fait, à la fin, il ne bénéficie pas on ne lui présente pas les possibilités qu'il aurait. Ouais. Donc, et puis en gestion de fortune, c'était un peu ça aussi, okay. Où en fait, on a des solutions standardisées, et puis le conseil propre, il est un peu à éviter. Ouais. Donc, du coup, le courtage offre toutes ces possibilités. Donc ça veut dire que concrètement, le banquier, si on va avoir une banque directement et qu'une seule banque, on a un compte épargne depuis qu'on est né,
dans une banque, comme tout le monde. Et donc, on se dit, bon, bah, maintenant, j'achète ma maison ou un appartement ou j'achète un truc. Je vais investir un peu dans l'immobilier et je vais voir ma banque. En gros, le banquier, il fait quoi? Il a quoi comme... enfin, il fait, c'est quoi son travail quand on va le voir pour faire ce genre d'investissement? Alors, il va les faire, étapes? Il va, pardon. C'est quoi les étapes? Il va analyser donc voilà, on voit le client mis à nu, toute sa situation, comment il est, combien il gagne, combien il a de fortune, combien il a de fonds propres, faire tout son calcul et puis aussi bon soit-il, il va arriver à une solution qui est en fait celle offerte par sa banque. Ouais. Et le client, il va dire, ah oui, je peux emprunter 800 000 francs, 1 million, ça veut dire que c'est ça. Ou je ne peux pas acheter cet objet parce qu'il m'a dit que. Donc, mais le banquier récolte ces informations, il fait un petit calcul directement. Alors après, il fait son calcul et après, il monte ça dans son système. La plupart maintenant des banques ont des systèmes d'autoroute, on va dire, quand c'est des objets standards, des prix standards, et puis qu'on n'est pas dans des choses qui sont exceptionnelles ou chères ou des cas litigieux de ratios qui sont un peu hors normes. Ouais, donc là, dès qu'on est dans le standard, ça part à la décision. Et puis, on peut même avoir le feu vert quand on peut l'avoir même tout seul. À ce moment-là, ça sera peut-être à 70% de financement. On aura un ratio à moins de 30 parce que comme ça, on a pris de la marge. Et c'est ces dossiers-là, le banquier il va pouvoir donner son OK directement. Donc, il va vraiment rien pousser à l'extrême. Ouais. C'est un peu ça. Puis au renouvellement, c'est pareil. Le dossier, il va être tout bien, et puis il faut qu'il soit tout bien et qu'il aille vite. Et puis on a juste un taux à choisir, si c'est 5, 7 ou 10, mettez une croix à côté et puis voilà. Ok. Et puis après, d'une fois qu'il a fait ça, il doit soumettre le financement à un credit officer. Donc c'est ça. Le credit officer, il fait quoi? Il fait simplement, il récupère les données et il valide ou pas? Oui. Il y a l'estimation qui est faite, qui est refaite. Qui est refaite, ok. Mais l'estimation, de nouveau, par les outils standards. Il n'y a pas de visite, il n'y a pas de recherche d'aller faire une évaluation plus extrême que ce que sort la machine. Parce que je dois dire que depuis, avec les appels que j'ai régulièrement avec des personnes qui sont dans ces situations-là en renouvellement ou bien qui sont en financement, les personnes qui sont déjà passées par ce genre de process au fur et à mesure des années qui passent, 5 ans, 10 ans, 15 ans, aujourd'hui me disent clairement la relation que j'ai avec mon banquier maintenant n'a rien à voir avec ce qu'il y avait il y a 10-15 ans où on pouvait discuter, il y avait un peu de flexibilité, il y avait peut-être plus de prise de décision, plus de responsabilité prise par le conseiller directement, et aujourd'hui c'est des chiffres quoi. Et au final il y a un fichier Excel, on coche les cases, ça passe pas, basta. Oui. C'est un peu comme ça. Alors, je ça a évolué dans ce sens. En tout cas, moi c'était comme ça que je l'avais vécu, puis j'avais vécu ce passage-là de. Ouais. Alors, on n'avait pas des possibilités d'octroi, on n'avait pas des compétences d'octroi, mais on savait que, et on pouvait aller négocier, discuter, et ça a été en diminuant, et c'était déjà il y a quelques années. Ouais. Donc, je pense que c'est quand même une tendance, et on avait des banques locales, régionales, je pense au Raiffeisen ou des banques comme ça elles peuvent encore avoir un peu un impact local, et puis on peut encore avoir une prise de décision, mais c'est de moins en moins. Et puis c'est clair, c'est vraiment, on standardise un peu tout. Ok, d'accord. Ouais. Mais du coup, comment est-ce qu'on fait pour, avec un dossier peut-être un peu plus compliqué que la norme, pour négocier avec le banquier, pour négocier le financement? En fait, avec sa banque, on ne va pas avoir de poids. Honnêtement. Ouais. Donc après, on peut aller faire le tour des banques. On va connaître les banques de la place. Il y en a toujours un peu 5-6, un peu dans une grande ville. Et on aura fait un peu vite le tour de ce qu'on peut faire. Sauf qu'on a des banques qui ne sont pas installées localement, qui financent dans toute la Romandie, voire dans toute la Suisse. On a des partenaires assurances ou même des caisses de pension qui font ces financements-là, mais ils n'ont pas un numéro de téléphone où on peut les appeler. Et ça, c'est par un courtier. Oui, on peut avoir accès à ça. Il n'y a pas que Moneypark, on a d'autres courtiers. Mais c'est déjà de faire le pas courtier, pour moi, il est vraiment important parce qu'il ouvre le marché. Ce n'est pas juste je donne un dossier puis c'est lui qui va chercher les 10 offres. C'est vraiment d'avoir cette approche beaucoup plus transparente et plus
on va rechercher vraiment des opportunités. Et il y a beaucoup de gens qui, je pense, ont cru qu'ils ne pouvaient pas acheter parce qu'on leur a dit non une fois. Ah, complètement. Et c'est dommage. Absolument. Et tu vois, je suis en plein test là. Je suis en plein test où je fais appel à un courtier pour la première fois dans un financement à moi. Parce que de base, c'était toujours Banque Cantonale à Raiffeisen. Banque Cantonale, Raiffeisen et voilà, basta. Et puis, parce que les deux banques me connaissent depuis que je suis né, quoi, en gros. Le conseiller, je connais depuis très longtemps. Et je me dis, bon, bah voilà, ça a fonctionné. Premier financement, je fais là-bas. Et voilà. J'ai vécu une expérience un peu plus compliquée où ça a pris beaucoup trop de temps. C'était trop compliqué, c'était trop lent. Bref, du coup, j'ai perdu un peu patience. Et là, je me suis dit, putain, prochain financement, je passe par un courtier, je teste, quoi. Et on verra ce que ça donne. Donc, j'ai hâte d'avoir le résultat, de voir comment ça se termine. Mais donc, effectivement, la plus-value du courtier, c'est je vais voir des banques auxquelles vous auriez, ou des établissements de financement, parce qu'il n'y a pas que des banques d'ailleurs, hein, Non, c'est ça. auxquelles vous auriez jamais pensé, ni vous auriez jamais pu y avoir accès tout simplement. Je me réjouis de voir les résultats de tes recherches. Mais c'est vrai que c'est ça. C'est capital, hein, parce qu'après, je vais faire des feedbacks à tout le monde. Hein. Mon feedback, ce sera est-ce qu'un courtier en financement, ça marche vraiment ? Oui. Alors, sur une résidence principale, ça marche encore mieux. Ouais. Pour rien te cacher. Parce qu'après, la caisse de pension ne va pas faire des biens de rendement, même des résidences secondaires. Donc après, on va devoir passer en banque. Ouais. Mais en banque, il y a déjà banque. Et puis, encore une fois, on a quand même des relations avec certains. On peut arriver à discuter, à échanger. Et l'avantage qu'on a, c'est que quand un de nos partenaires reçoit un dossier de notre part, il sait qu'il est potentiellement en compétition avec l'entier du marché. Puisqu'on l'a choisi, mais peut-être qu'on a choisi d'autres, peut-être que... Et il sait qu'il ne peut pas faire une offre moyenne. Donc, on a toujours, avec nos partenaires, dit, voilà, on ne va pas faire le ping-pong des taux et puis aller grappiller à chaque fois et puis faire... on n'a pas le temps. Donc, on fait une offre, c'est une offre, moi je la note, je la présente, je la compare, et si elle n'est pas bonne, elle est écartée. Donc, ils savent qu'ils ont ça. Donc, déjà, quand le dossier il vient d'un courtier, il est reçu différemment que monsieur, madame, tout le monde qui va dans sa banque. Bien sûr. Donc ça a déjà, je pense, un impact. Après, on ne va pas déroger aux règles plus que tant, mais il y a déjà un peu une approche qui est différente. Puis après, il y a un relationnel, il y a à dire, voilà, celui-là, j'aimerais bien le faire, j'aimerais bien le passer, regarde, il est bien, machin. Et puis, on va essayer d'aller discuter. Donc ça, c'est des éléments quand même importants qui existent encore. Et puis, on peut se retrouver... on a ce panel de banques ou de partenaires qui, tout d'un coup, peuvent sortir un peu des clous et puis aller dans quelque chose de plus exceptionnel. Ok, bien sûr. Et il y a quoi comme établissements de financement aujourd'hui qui sont intéressants ? C'est quoi le plus intéressant aujourd'hui ? Alors, on va déjà, parler... il y a quoi, de manière générale, comme établissement de financement ? Alors, banques, les assurances et les caisses de pension. Ouais. Les caisses de pension, c'est quelque chose qui n'est pas connu parce que en fait la caisse de pension c'est l'argent des assurés. Elle a acquis certainement des immeubles, on l'a dit avant, elle a certainement des immeubles aussi, et puis le marché, en fait, l'immobilier direct il est plafonné dans une caisse de pension. On ne peut pas aller au-delà de, j'ai plus les règles, mais 20-25% d'immobilier. Donc après 30, l'immobilier si indirect par l'hypothèque, finalement ça c'est illimité. Donc elle peut octroyer des prêts sur sa fortune à des futurs propriétaires ou à des propriétaires. Et ça, c'est intéressant parce qu'elle ne se refinance pas dans le marché. Donc, elle n'a pas un coût de refinancement, c'est son argent. Donc, elle peut faire des marges qui sont un peu meilleures que l'ensemble, qu'une banque, largement. Donc, au niveau taux, on sera meilleur. Par contre, elle veut des dossiers 5 étoiles avec des résidences principales dans des villes, des taux d'avance plus faibles, etc. Mais après, elle fixe ses critères. Et puis, quand on remplit ces critères-là, et en renouvellement, on les remplit beaucoup plus facilement qu'en nouvel achat. Ça, c'est pas, il y a pas de miracle. En renouvellement, on a ces valeurs d'objets qui ont monté, on est souvent au premier rang, et là, on va pouvoir aller dans ces établissements-là. Si on n'a pas un projet d'augmenter pour X raisons, mais si on a décidé non, mais mon prêt, il me convient, je veux ça, on va aller tout droit et puis on va aller là-bas. Okay. Puis après, les assurances, oui, il y a un peu ce truc entre les deux. Ils font des fois des objets de rendement, des immeubles, ils font différentes choses. Donc là, c'est aussi intéressant. Et après, la banque, on en a besoin de banque de toute façon parce que dès qu'on a des travaux trop importants pour suivi de travaux, etc., ça, c'est qu'une banque qui peut le faire. Okay.
Et puis dès qu'on a besoin d'aller un peu dans du hors norme, c'est une banque qui va nous aider, un objet particulier. Donc tous les établissements sont nécessaires, sinon on travaillerait toujours qu'avec une caisse de pension. Mais complètement. C'est vraiment pas le cas. C'est quels établissements qui sont les plus flexibles pour l'augmentation de l'hypothèque au renouvellement? C'est-à-dire qu'ils sont d'accord parce que je ne sais pas si tout le monde fait ça, si les caisses de pension sont aussi d'accord de dire ok, bon, bah voilà, ça fait 10 ans que vous êtes propriétaire, aujourd'hui vous arrivez à la fin des 10 ans du contrat, ou alors vous avez fait du saron pendant 6 ans, et puis maintenant le bien immobilier a pris de la valeur, on augmente l'hypothèque, et je vous dégage ce cash, et vous faites ce que vous voulez avec. Ou alors, jusqu'à dire du premier rang, enfin vous faites ce que vous voulez, ou alors vous investissez dans l'immobilier. Alors, quand on dépasse le premier rang, l'augmentation va dépasser le premier rang, donc on a dit on revient à 60%, on va prendre des chiffres comme ça, sans augmentation, c'est le montant qu'on a, on est à 60%. Et puis on veut dégager des liquidités, puis on va reprendre du deuxième rang finalement sur l'augmentation. Ouais. Il y a des établissements qui vont l'accepter que pour faire des propres travaux d'un investissement dans la maison. Ouais. Ça sera quand même les assurances et les caisses de pension de nouveau. Ok. Et si on passe sur le deuxième rang, là on va aller en banque. D'accord. Par contre, si on est à un taux d'avance à 40 et quelques, et puis là, on peut faire ce qu'on veut. On peut monter au premier rang, mais ça, chez n'importe qui. Okay. Et on n'a pas besoin de donner de raison. Je récupère des fonds propres, je reprends. Et puis on n'a pas besoin d'aller raconter ce qu'on fait avec cet argent. Parce que si on va dire, oui, je vais acheter un autre objet, ils vont vouloir voir l'objet, ils vont vouloir calculer la charge, l'objet inclus. Mais il faut un bail, il faut ci, il faut ça. Que si on arrive à rester dans le premier rang, on peut récupérer des fonds sans rien dire. Si on leur dit, je vais réinvestir dans des nouveaux objets de rendement, mais je veux bien faire le financement avec vous, quoi. Est-ce qu'il y a moyen de négocier l'augmentation de l'hypothèque, dépasser et reprendre du deuxième rang et le pousser un peu plus loin en négociant, en disant, bah voilà, moi le financement derrière, je le refais avec vous. C'est du business au final. Oui, mais c'est pour ça qu'après, il faut tomber dans un établissement qui finance des objets secondaires, des objets de rendement. Voilà. Et puis si en fait c'est pas du tout leur politique, malgré que ce soit, tu as l'impression que c'est commercial, puis c'est du volume, et puis c'est des affaires, mais ils peuvent refuser. Donc après, ça c'est les banques, ça, qui financent des objets de voilà, ça rendement. Va être les banques qui vont, et c'est dans une banque qu'on va pouvoir présenter ces montages-là, où en fait on va avoir un premier objet à augmenter, qui va créer un deuxième, et puis c'est un peu là qu'on va pouvoir faire ça de manière plus... avec plus de potentiel en fait. Ouais, complètement. Donc c'est vraiment la banque qui va nous aider à faire ça. Pour quelqu'un qui cherche à acheter sa résidence principale, on est d'accord, s'il est ouvert sur tout, il peut faire un peu ce qu'il veut. Pour quelqu'un qui veut faire de l'investissement, il sera quand même plus orienté banque alors. Oui, parce que aujourd'hui la politique de crédit des assurances, ils ont fait un peu beaucoup de volume toutes ces dernières années. Enfin, 17, 18, 20, toutes ces années-là, ils ont fait des gros volumes. On peut prendre AXA, Swiss Life, Helvetia aussi. Et ils ont dû, FINMA les a contraints à réduire leur masse hypothécaire. Du coup, tout d'un coup, ils avaient un peu moins de volume à faire. Et puis, ils ont réduit les risques en gardant la résidence principale. Et puis, en ne faisant plus les autres types d'objets. Okay. Après, certains vont faire des objets de rendement, mais qu'à partir de silos. Donc, ça va être des gros immeubles, des plus gros immeubles, on va dire. Okay, et puis là, tu peux encore le faire de cette façon-là, mais les objets un peu au milieu, ils ne les feront plus. Plus c'est gros, plus c'est facile à financer. Hein. Après, c'est un autre mode de calcul. On calcule en valeur de rendement, et puis il va falloir chercher des établissements qui ont les meilleures valeurs. Ouais. Mais après, oui, c'est plus facile, entre guillemets. Ouais. Ah oui. Un autre sujet intéressant que je voulais échanger avec toi, parce que j'ai vu que Moneypark avait fait une proposition à un moment donné, mais ça fait déjà 2-3 ans que je suis tombé dessus, de calcul pour changer la méthode de calcul sur la tenue des charges, de la capacité d'endettement. Là, c'est plutôt résidence principale, du coup, des fameux 33%, diminuer ou modifier la méthode de calcul de la charge théorique. Donc aujourd'hui, on est à 5% sur la dette, puis 5%, puis 5%, le calcul de base. C'est quoi ton avis par rapport à ça ? Est-ce que c'est trop élevé ? Est-ce que ça se négocie, ça ?
Parce que je sais que tous les établissements font pas forcément 5%. Tout à fait. Je sais pas si avec l'augmentation des taux assez drastique qu'on a eu l'année passée, ils sont tous repassés à 5% ou pas forcément. Non, alors tous ne sont pas à 5%. Ok. On a encore à 4,5, à 4,75. Et puis l'amortissement peut être aussi différent parce que le premier rang, en fait, il peut être 65% chez certains, 66 2/3 chez d'autres, voire 67. Ça change quand même le calcul à la fin du montant d'amortissement. Bien sûr. Donc tu vas avoir un montant plus ou moins grand à calculer. Et puis la charge d'entretien aussi. Il y a certains, on va calculer à 0,7, d'autres à 1, selon l'ancienneté, selon l'immeuble, etc. Donc il y a un peu sur les 3 leviers qu'il peut y avoir des différences. Et puis tu prends ta banque cantonale du Valais, qui toutes les dernières années avait un calcul hyper généreux et assez unique dans le marché, qui calculait un 6% all inclusive. Ah ok. Donc sur un objet, en premier rang finalement ça faisait peu de différence, et sur un objet à 80%, ça faisait un sacré écart. Donc tu pouvais avoir un financement beaucoup plus élevé. La BCVS c'était vraiment l'établissement qui était le plus souple dans ce mode de calcul. Et depuis, qu'est-ce qu'on va dire, une année et demie maintenant, ils sont revenus à un mode de calcul plus standard. Okay. C'est encore pas complètement restrictif, 5% FINMA, mais voilà, c'est quand même un peu moins généreux qu'avant. Okay. Donc on va pas faire changer les règles des établissements, mais on va jouer avec selon chez qui on va aller. Et puis après, le 33, si certains, il va être 35. Et puis retraite, on va pouvoir aller à 40. Okay. Parce que à la retraite, ton revenu brut égale ton revenu net. Tu n'as plus les prélèvements, charges sociales et tout ça. Donc, et après, c'est un revenu qui est fixe. Celui-là, là, il bougera plus. Une fois que tu as le premier et deuxième pilier, ça ne bougera plus. Donc là, on peut avoir des dérogations un peu plus importantes sur le passage à la retraite, à des 40, peut-être même des fois plus. Si le revenu il est important, puis il y a un reste à vivre, c'est aussi un peu ce calcul de reste à vivre qui est des fois fait. Ok. Et qu'est-ce que c'est trop élevé ou pas alors ces 5%? C'est quoi votre avis? Quand c'était à 0,8, on réclamait tous en disant pourquoi on est encore à 5%, c'est pas possible, il faut s'adapter. Puis tout d'un coup, on a quand même vu que les taux, en une année et demie, ils passent quasiment à 3. Ça a quand même fait peur à beaucoup de gens. Ça a quand même fait des grosses différences au niveau budget. Le calcul est le même, mais les gens fonctionnent avec un budget, ils ne fonctionnent pas avec un calcul théorique. Donc, on a quand même vu que l'été passé, je dirais, quand on était autour des 3 de manière assez générale sur les taux, on a quand même une tendance dans les renouvellements d'avoir les petits montants qu'on pouvait renouveler plus facilement. Les gens prenaient la décision. Parce que finalement, en francs, quand on a 300 000 francs de dette, 2,5 ou 3, ça ne fait pas une grosse différence en francs. Par contre, quand on a 1 million, 1,5 million, ça fait tout de suite quelques milliers de francs. Et c'était ces gros montants qui mettaient en attente, qui mettaient en sarron, mais sans une vraie décision de sarron. Ce n'est pas une stratégie sarron, c'était un peu pour faire tampon jusqu'à ce que... Et ça faisait un peu peur, parce que c'est vrai que tu te dis, si les taux ne baissent pas, et puis si on a la vague suivante de ceux qui ont acheté en 2018-19, qui avaient du 0,8, puis qui passent à 3, puis ils ont quitté un objet, peut-être qu'ils louaient 3-4 000 francs, et puis ils se sont dit, pour 3-4 000 francs, j'ai une maison. Ouais. Sauf que la maison, elle risque de passer à 10 000. Ouais. Puis c'est plus la même chose. Donc ça a fait un peu peur. Donc, dans le calcul théorique. Oui, mais le calcul théorique, il était le même, mais c'est là qu'on voit que le calcul théorique, 5%, personne provisionne 5%. Je pense que peu de gens seraient capables de le payer. Et c'est pour ça que je ne pense pas que c'est trop. À la réflexion de ce qui s'est passé l'année passée, pour moi, c'est quand même une assurance risque qui est nécessaire. Parce que honnêtement, on a vu les gens, à 5%, le marché actuel, je ne sais pas où il va, honnêtement. Ouais, non, à 5%, c'est chaud.
Ouais. Pourtant, mais on était dans les règles. Ouais, mais pas dans le budget et pas dans le porte-monnaie des gens. Donc Non, mais ils ont quand même dû prouver qu'ils gagnaient suffisamment pour supporter ça. Oui, mais pour pouvoir le payer. maintenant, tu prends ton salaire, tu calcules, si j'avais le 33% vraiment à payer de charges, ouais. Tu ferais pas ça pendant 10 ans peut-être. Tu te dis une année, Ok. je peux. Ils vendraient. Ouais. Je pense qu'au bout d'un moment, ouais. Et effectivement. alors, on a eu la chance que ça n'a pas duré assez long. Bon, on était à 3, pas à 5. C'était à 3. On n'a pas eu de vente à cause de ça. Les gens, mais par contre, ils ont pris du sursis en disant je fais un taux à 2 ans, ou je fais un sarron, ou je fais un truc. Peut-être qu'ils avaient 2 ans de budget de sursis en disant mais si ça continue, on va pas y arriver. Donc, c'était pas encore l'alerte rouge. Mais moi, j'ai quand même perçu petite alerte. Donc, le 5%, non, je pense que c'est quand même nécessaire d'avoir ça, parce que le marché suisse, comme on a dit, les gens sont endettés toute leur vie, on rembourse jamais. Le marché, il est quand même très élevé. Alors, on rembourse jamais, mais peut-être parce qu'on a les prix les plus élevés, pas du monde. Non, les prix ont été aussi artificiellement augmentés avec ça, avec le fait qu'on ne rembourse jamais, justement. Le fait qu'on reste toujours endetté, le fait que... Oui, puis à 0,8, quand tu peux emprunter à 0,8, mais bien sûr, tu peux, financièrement, tu peux acheter 1 million, 2 millions. Bien sûr. Mais après, si tu le mets en parallèle à un 5 potentiellement à payer, là c'est plus compliqué. Ouais, complètement. Non, c'est vrai que c'est des bonnes sécurités. Et c'est d'ailleurs ce que je trouve intéressant, parce que les États-Unis aujourd'hui, eux, vivent une crise qui est largement différente de la nôtre, immobilière, avec des prix qui ont vraiment baissé. Et ce que je trouve hallucinant, c'est qu'ils ont vécu aussi 2008 pas du tout comme nous. On va le dire, nous ça, pas du tout, on n'a pas du tout vécu la même chose qu'eux. Et là, ils renouvellent la même chose 15 ans plus tard, quoi. C'est exactement la même chose. J'ai vu en pleine explosion des taux, où eux ont des taux à 7-8 sur le résidentiel, mais c'est des taux qui sont sur 25 ans, ils remboursent tout, donc c'est différent. Donc il n'y a plus aucune transaction, il y a tout qui est mort sur le marché, parce que les propriétaires ne vendent pas, parce qu'ils ont leur taux fixe sur 25 ans qu'ils avaient avant, donc ils ne vendent plus, donc il n'y a plus personne qui peut acheter. Il y a pénurie de logements, mais en même temps personne pour acheter. Enfin, c'est assez space. J'ai un peu suivi ça de plus ou moins proche. Et en parallèle, on voit des annonces en pleine crise où justement les taux sont passés à 7-8%, ils étaient à 3% là-bas, et avec Zillow qui propose des financements à 99%. Je me dis, mais c'est quand même hallucinant de répliquer toujours le même système. Oui, puis le 2008, en fait, c'était... des financements à 90, à 100 et même à plus que 100. Bien sûr. En fait, il y avait les rallonges, les subprimes, c'était un peu un espèce de troisième rang. Combien il te faut ? Tiens, je te redonne un bout. Et c'était même plus... on dépassait la valeur de l'objet, quoi. Puis donc, du coup, le marché, il corrige d'un poil et on est en dessous l'objet vaut moins que le prêt. Et puis là, c'est compliqué. Donc, et ils ont recommencé, ouais. Mais après, les taux bougent beaucoup plus vite. Parce que là, la hausse qu'il y a eu, nous on a eu notre hausse de taux de la BNS, on était à des moins quelque chose, on est à 1,75, c'est beaucoup, mais voilà, c'est pas non plus, on n'est pas passé à 5, et puis après on descend, puis après on remonte, puis c'est cet ascenseur qui est compliqué à gérer, donc ouais, c'est particulier quand même, de toute façon, tout était particulier comme pays. Non, on est quand même relativement stable et safe. Un mot sur cette fois, je voulais aussi voir aussi les prévisions qu'il y avait sur la suite, l'évolution des taux. Je sais pas si, j'imagine vous en parlez beaucoup et vous suivez ça de très proche, de manière générale dans le courtage. Qu'est-ce qu'on annonce là pour 2024 ? Où est-ce qu'on va aller ? Est-ce que les taux vont diminuer ? Est-ce qu'on va retourner à 0,8, à 0,5 sur 20 ans ? Moi je pense pas. Je pense que c'était un moment exceptionnel, mais je sais pas, le Japon, ils ont fait je sais pas où ils en sont d'ailleurs. Pendant des années, c'était 0. Oui, mais après, moi je me dis, il y a quand même eu un peu cet environnement exceptionnel de taux négatifs, c'est tout ça qui a entraîné en fait, mais c'est notre stabilité, notre politique monétaire qui a fait qu'on était l'endroit le plus sûr pour parquer l'argent et qui t'a payé pour justement être sûr de pouvoir le mettre chez nous. Donc c'est quand même assez exceptionnel. Et les taux, ils étaient, on payait la marge, on payait la marge d'un établissement. Ça a duré assez longtemps, mais moi je me vois pas descendre aussi bas. Maintenant, finalement, quand aujourd'hui on peut emprunter à meilleur taux, à 1,8, 1,9, à 10 ans, des choses comme ça, finalement on n'est pas si loin
peut-être pas d'un 0,8, mais d'un 1,5, d'un 1,40, d'un 1,30. On n'est pas loin. Et oui, les prévisions des banques centrales sont plutôt à la baisse, de plusieurs baisses ces prochains temps. Donc, on pourrait imaginer qu'on redescende encore un petit bout. Maintenant, c'est vrai que c'est toujours difficile. Parce qu'on non, mais se aujourd'hui, trompait, on se trompe tout le temps. Comment toi, tu conseilles les gens aujourd'hui sur le taux qu'il faut prendre aujourd'hui? Est-ce qu'il faut le bloquer là pendant 2 ans, 3 ans parce que les taux sont relativement intéressants? C'est vrai que 3 ans, 5 ans, c'est intéressant maintenant. Le 10 ans est peut-être un petit peu plus élevé, mais pas loin non plus. Mais est-ce que ça vaut la peine de prendre 10 ans ou bien là, on s'attend à ce que la BNS rebaisse les taux et du coup, peut-être que tout va suivre? Depuis plusieurs années maintenant, en fait, il y a très peu d'écart entre les durées de taux. Ouais, vraiment. Donc, si tu choisis un 3 ans ou un 10 ans, c'est pas pour faire une moyenne ou une marge plus faible ou vraiment un bénéfice. C'est parce que ton projet, il est sur 3 ans ou il est sur 10. Enfin, ouais, bien sûr. On est plus en... Voilà, comment vous projetez sur les 10, 15, 20 prochaines années? Oui, c'est dans cet objet, donc on devrait partir sur 10 ans. Ça, c'est la théorie. Surtout à taux quasiment égal. Maintenant, c'est vrai que si on fait 3 ans, avec le pari que les taux ont baissé, on aura mieux fait de faire comme ça. Mais de nouveau, quand on est sur de l'investissement ou sur la résidence principale, pour moi, c'est quand même différent. Puis quand on a affaire à la résidence principale, un couple qui se projette et puis qui se voit finir, même passer sa retraite dans l'appartement, dans la maison, je trouve que c'est pas le même jeu en fait. On peut pas et du coup on va parler de budget. Et puis aujourd'hui on va pouvoir dire à 1,8 ça correspond à tel loyer entre guillemets par mois. Vous êtes tranquille 10 ans, on réserve le taux. Parce qu'il y a 6 mois, on était largement plus haut, on était plus bas à un moment donné. Oui, mais aujourd'hui, est-ce que c'est tenable sur 10 ans? Oui, alors on y va. Et c'est plus ça, d'aller jouer sur des potentielles baisses, pas sur la raison principale, je dirais. Ou pas sur un couple qui vit, qui a besoin de son objet, qui n'est pas ultra fortuné, qui ne peut pas se permettre de dire, bon, au pire, je rembourse. Voilà, donc... Là, on fait un peu moins, c'est pas le casino. Par contre, sur un investisseur et tout, il y a peu d'investisseurs qui font du 10 ans, on est bien d'accord. Parce que aujourd'hui, le Saron a été bénéfique toutes ces dernières années. Aujourd'hui, il est plus élevé quand même que les beaucoup les plus, d'ailleurs. Même beaucoup plus. Hallucinant. Donc il va après, baisser d'ailleurs ce Saron, bien. Parce que moi, j'attends qu'il il va baisse. baisser. Moi, je suis complètement Saron. Moi, j'ai besoin de flexibilité. On a lu la même news de l'UBS qui annonçait peut-être 3 baisses sur la deuxième partie de l'année. Ça va baisser, ton 1,75 potentiellement il est à 1, je sais pas. Ouais. Et donc après t'as la marge en plus. Mais avec ça tu seras à peine au taux 10 ans d'aujourd'hui. Ouais, complètement. Tu resteras quand même à un 9, un 2. Si j'ose donner des conseils. Non mais aujourd'hui tu aurais meilleur temps de faire passer ton Saron un taux à 2 à 3 ans à des peut-être un 6, un 7, quelque chose comme ça. Et puis après là, à ce moment-là, peut-être que ton Saron sera revenu. Parce que le temps que ton Saron revienne à un 8, peut-être qu'il va se passer quand même 12 mois ou peut-être plus. Donc, puis pendant ce temps, tu auras quand même payé 2,70, 2,50. Donc là, il y a quand même une grosse différence. Donc, parce que le Saron, ça peut être flexible, mais il y a des Sarons avec des contrats cadres à 5 ans. Et finalement, tu es autant bloqué qu'un taux 5 ans. Ah ouais, non, mais un taux Saron bloqué, ça n'a aucun sens. J'ai jamais compris le sens de ça. Voilà. Le contrat 4-3 ans, c'est un peu le standard. Ouais. Non, mais alors si tu bloques ton taux, si tu bloques un contrat pendant 3 ans, tu fais pas du Saron. Dans ce cas-là, tu prends du fixe, qui fait 3 ans de fixe. Aujourd'hui, oui. Il y a 2-3 ans, peut-être pas. Parce que finalement, tu étais quand même un peu en dessous des taux fixes plus longs. Que là, aujourd'hui, il n'y a pas de sens. Mais voilà, moi, pour rester le plus souple possible, oui, ok. Mais si l'horizon, il est souple, mais à 2 ans, il faut faire un taux fixe 2 ans. Et puis, tu vas payer moins cher. Et puis après, tu pourras, si les taux continuent de baisser, tu pourras même déjà forwarder ton taux X temps avant, comme je disais avant. Donc, voilà, moi, je dirais plus ça. Complètement. Ok. Bon, magnifique. Est-ce qu'on a fait le tour de la question? Renouvellement, refinancement? Oui, c'est vraiment pour moi de prendre l'importance, de prendre conscience de l'importance de ce moment-là et de ne pas la négliger
Et c'est pas parce que la banque a tendance un peu à peut-être bâcler le conseil à ce moment-là que c'est normal en fait. Et je pense qu'il y a une vraie stratégie à avoir et un vrai besoin de conseil et de pas partir faux. C'est trop important. Donc on a un petit peu fait quelque chose de léger, de tout simple, ce moment de renouvellement. Mais en fait non, et ça va nous amener à des stratégies, à des projets, à des potentiels, mais aussi à la retraite. Et puis la retraite, le premier rang, les revenus de retraite suffiront certainement pas à porter même un premier rang. Donc il faudra quand même amortir un peu plus. Mieux vaut avoir conscience de ça le plus tôt possible pour anticiper et pour voir ça. Donc pour moi, c'est un peu ça le message. C'est vraiment en faire quelque chose d'important. Parfait, magnifique. Et allez voir plusieurs établissements de financement ou un courtier en financement. Bien sûr. Merci beaucoup Alexandre. Merci. Bonne suite. Merci, à toi aussi. Salut.